Eh bien, quel plaisir de voir ce chapiteau qui se remplit peu à peu. Bon, je serai assez brève. Monsieur le sous-préfet, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le directeur de l'auberge de jeunesse, mesdames et messieurs les élus, chers amis, avant de passer la parole à David, puis après à mon cher président du conseil départemental, je vais vous dire quelques mots. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier d'avoir œuvré pour ce magnifique projet qui associe la restauration collective et les acteurs locaux et que chacun puisse avoir une place au Buisson de Cadouin. J'ai la chance de travailler avec vous, à vos côtés, et vous connaissez bien mon engagement pour cette commune aussi, sachant que vous n'avez pas imaginé un seul instant que ce projet puisse être ailleurs qu'au Buisson de Cadouin. Je voulais vraiment vous remercier publiquement. Cette auberge de jeunesse sera un lieu idéal d'accueil et un levier de changement des pratiques professionnelles de la restauration. Et pour les Caduniens, je sais que David ne manquera pas de le préciser, ce sera une vie tout au long de l'année. Dans ce magnifique cadre de vie que forment l'auberge et l'abbaye. Donc voilà, merci encore d'être présent. Merci encore, Monsieur le Président. Et belle journée de formation. Personnellement, je crois qu'il faudrait que je passe une semaine de formation. Je ne sais pas cuisiner. David, à toi. Monsieur le sous-préfet, monsieur le président, madame le maire, chers amis, Jean-Marc. Donc David Faugère, donc maire délégué de Cadouin, et également chargé de l'urbanisme, mais surtout de l'environnement au niveau de cette grande commune. Et manger bio et local, c'est avant tout pour nous un enjeu environnemental, de santé et de développement local et de milieu rural. On plaisantait tout à l'heure, mais on a envie d'un village à la campagne. Parce que pendant pas mal d'années, nos villages, malgré qu'on soit à la campagne, on a eu tendance à prendre le modèle de la ville et à externaliser un petit peu tout, et dont notre alimentation. Donc là, il y a vraiment un enjeu de réinternaliser notre alimentation. Au sein de la commune, ça fait quand même déjà pas mal d'années qu'on fait le chemin. C'est pas un chemin facile. C'est pas un chemin facile parce qu'il faut notamment former. Et effectivement, cet enjeu de centre de formation et ces journées de formation sont fondamentales. Parce que sans savoir-faire, il est impossible de passer effectivement au bio et au local. Et même au local tout simplement. Nous sommes dans un écosystème ici à l'abbaye de Cadouin, donc c'est là où je veux bien remercier, je remercie grandement le président du département et j'espère les services de l'État qui suivront, et etc. Parce que nous sommes dans un écosystème que je le défends depuis plus de 20 ans. Dans cette abbaye, c'est pas simplement un monument historique, c'est un lieu de vie. Un lieu d'accueil, et on ne veut pas simplement d'un site touristique. On veut que ces murs continuent leur histoire. C'est une abbaye cistercienne du XIIe siècle qui a toujours accueilli, aménagé, développé et nourri son territoire. On en trouve les traces aujourd'hui archéologiques sur le site même, puisqu'il y a des programmes de fouilles qui sont en cours. Il paraîtrait que même sous nos pieds, il y a peut-être des choses encore plus anciennes que le Moyen-Âge. Donc peut-être qu'on aura des surprises. Mais en tout cas, les moines avaient aménagé tout le terroir autour. On parlait de la gestion de l'eau, des terres, etc., que l'on a entièrement perdu depuis une trentaine d'années, progressivement. Donc le fait de retourner au bio et au local, eh bien, on revient à nos racines, on revient à l'idée de cette abbaye. Et cette abbaye, c'est aussi un centre de formation. Les moines, c'est aussi un lieu d'enseignement. Donc on y revient. Depuis plus de 25 ans, avec le département, avec la Fédération des auberges jeunesse, on a réinstauré effectivement les classes vertes, les classes du patrimoine, à venir ici, à apprendre et à partager notre Périgord. Et donc là, faire venir donc des chefs cuisiniers chez nous et qui vont repartir chez eux, vous allez rapporter chez vous l'image du Périgord, notre cadre de vie. Et j'espère que vous allez en parlerez, et j'espère que vous y reviendrez en vacances. On peut vous accueillir dans cette auberge, mais aussi dans les chambres d'hôtes, etc., tout autour de nous. Donc, merci de venir à nous. Merci de ce joli projet. On tient à cet écosystème des acteurs
Ça ne nous fait pas peur d'avoir un centre de formation qui vienne s'imbriquer dans le cadre de l'auberge jeunesse. Au contraire, plus il y a d'acteurs vivants dans ce monument, plus il y aura pérennité. Et plus c'est sympa d'accueillir des gens aussi. On est open à l'ouverture. Hein. Plus il y a de nouveaux, plus il y a de 109, plus il se passe de choses. Donc ça, c'est une heureuse surprise. On en a parlé il y a 3-4 mois hein, de ce projet de journée, mais surtout s'inscrire dans la durée. On est partie prenante. Rassurez-vous, Monsieur le Président et Madame la conseillère départementale, hein, même si on veut être acteurs, nous aussi bien les associations que la mairie, et on ne veut pas non plus d'un projet simplement parachuté aussi. Ça, j'y tiens beaucoup, et je défendrai cette idée qu'il faut les deux, il faut le terrain, il faut aussi des projets qui nous viennent d'ailleurs avec du 109 et des moyens financiers, parce que maintenant l'enjeu, ça sera les moyens financiers pour investir dans un premier temps de façon pragmatique sur la cuisine. Après, on commencera à se débrouiller. On a des espaces, on a des salles avec la mairie, on se débrouillera. Mais progressivement, ensuite, lorsque la sauce prendra, il faudra effectivement envisager la restauration de l'aile Est. Monsieur le Président, qui regarde ses notes, il le sait, je l'interpelle régulièrement. C'est dans ses notes, hein, me dit sa chef de service, là. Et monsieur le sous-préfet, j'espère qu'il entend bien aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne continuité. Jean-Marc, qui fait partie donc des piliers de ce mouvement. Je remercie Brigitte Alain qui est là, qui avait porté aussi en son temps ce côté manger local dans les collectivités locales. On a inclus l'EHPAD aussi, la maison de retraite dans le projet, parce qu'on parlait surtout des écoles, et lors de nos comités de pilotage, on a inclus aussi la notion d'EHPAD, puisqu'on a une belle EHPAD à côté. Ils sont venus à la journée de formation. Je pense que nos papis aussi méritent de manger bien, tout comme nos enfants. Merci à vous, bonne journée. Bon, mesdames, messieurs, bonjour à vous tous, monsieur le sous-préfet, madame la maire, chère Marie-Lise, cher David, j'accepte moi aussi de te remercier. Cher Jean-Marc, écoutez, je vous salue tous, le président de la communauté de communes, et je vais vous dire quelques mots, puisqu'on me l'a demandé. Vous avez vu que vous attendez des réponses, du moins il y en a qui attendent des réponses. Moi, je voudrais vous dire qu'en 2017, j'avais participé déjà aux premières, peut-être, rencontres nationales de la restauration collective pour le manger bio, local et fait maison à Marsanais. Pourquoi c'était à Marsanais et pas ailleurs? Bon, la réponse, elle est là. C'est parce qu'à Marsanais, il y avait un jeune cuisinier qui est de moins en moins jeune et qui... oui, parce que des fois, je l'appelle le petit, mais les gens me disent « Mais tu sais quel âge il a, Jean-Marc ?» Je dis bon. Il y a 30 ans qu'il a arrêté de jouer au rugby, c'est pour vous dire. J'étais à ces rencontres-là et forcément, on avait déjà beaucoup réfléchi à cette question. Mais depuis, on a fait du chemin dans notre département, à tel point que les chevilles enflent, puisqu'il y avait un article dans l'Essor Sarladé, qui est un périodique international, pas plus tard qu'avant-hier, qui disait que nous étions les champions d'Europe de la restauration collective, bio et locale. Je ne sais pas si vous avez vu ce papier. On avait offert plusieurs repas aux journalistes, M. Fouché, et ça a porté ses fruits. Non, il faut que je sois sérieux. Pourquoi à Marsanais? Bien parce que Jean-Marc, vous le savez, est cofondateur de l'association Les Pieds dans le Plat. Vous étiez 11, il m'a dit au départ, mais il faisait partie de ses cofondateurs. Et surtout, il avait créé à Marsanais une cantine qui était une cantine qu'on a qualifiée, nous, la première de France. S'il y en avait d'autres ailleurs, je vous prie de ne pas le dire. En tout cas, pour nous, c'était la première de France. C'était la première cantine 100% bio, 100% local et 100% fait maison. À tel point qu'avant 2015, donc 2 années avant ou 3 années avant, je lui avais dit, Jean-Marc, si je deviens président du département, je t'embaucherai. Et tu quitteras Marsanais. Et c'est ce que nous avons fait. Et donc, on a fait un chemin depuis 2017 extrêmement important dans notre département, puisque à ce jour, si je ne me trompe pas, on a 4 collèges ou cités scolaires
qui sont certifiés 100% bio, local et fait maison, et que d'ici la fin de l'année, il y en aura 4 de plus. Il y aura Saint-Cyprien, Beaumont, Michel de Montaigne et Anne-Franck, si je ne me trompe pas. Bon, bref, on en aura 8 à la fin de l'année, et nous espérons que dans la mandature qui s'ouvre maintenant, pendant les 6 ans, eh bien, on en aura 35, c'est-à-dire qu'on aura la totalité des collèges de Dordogne qui seront passés dans ce procédé. Je dis souvent comment cette affaire-là a démarré. En vérité, il faut quelques ingrédients qui ont leur importance. D'abord, il faut, pour ce qui concerne les collèges, il faut la volonté politique que ceux qui ont fondé les Pieds de l'Emploi avaient avant. Mais il faut d'abord une volonté politique des élus. Et je salue un collègue de Ramonville qui m'a salué tout à l'heure. Romainville. Oui, Ramonville, c'est à côté de Toulouse. Mais vous, c'est bon. Enfin, bon. Et donc, il faut une volonté politique certaine et affirmée. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, il faut trouver les bonnes personnes. Et ça, c'est aussi quelque chose de compliqué. Et il faut ensuite convaincre. Pour ce qui est de la volonté politique, notre assemblée départementale l'a eu, je l'ai eu moi-même en tant que président, entouré de conseillères départementales, Marie-Lise Essa est là, ma binôme est ici, Patricia Lafont, qui sont sensibilisés à ces problèmes et qui le mettent en pratique aussi. Au Buisson de Cadouin, vous êtes à 50% aujourd'hui de bio et de local à la cantine communale. 76%, président. Je suis pas... Imaginez-vous que j'ai dit 76 et que vous aurez été 50, ça n'aurait pas marché. Alors que là, ça vous permet de le dire. Et donc, elle s'est exprimée, et moi je voudrais vous dire pourquoi j'ai voulu faire ça. D'abord, pour des raisons sociales. C'est ça qui nous guide, et on souhaite offrir aux collégiens de Dordogne une alimentation saine et bonne, à la fois sur le plan gustatif et sur le plan nutritif. C'est parti de là. Et l'égalité, dont on parle beaucoup dans notre République, elle s'exprime aussi à travers ça, et à travers l'alimentation. Et on a voulu que les enfants de Dordogne puissent avoir la meilleure alimentation possible. Parce que vous savez que dans les inégalités sociales, la question de l'alimentation, elle n'est peut-être pas au premier rang, mais elle n'est pas loin. On sait très bien que les familles les plus pauvres dans notre pays sont celles qui mangent le plus mal. Et elles mangent le plus mal, pourquoi ? Parce qu'elles achètent beaucoup de plats préparés, elles mangent trop gras, trop salé, trop sucré, etc., etc. Donc il y avait d'abord une raison sociale. Offrir à tous les gosses de la Dordogne des produits qui sont frais, qui sont locaux et qui sont bons. Ensuite, il y a des raisons économiques. Et les raisons économiques, elles tiennent à l'avenir de l'agriculture. Et pour tout vous dire, j'ai été pendant 12 ans secrétaire national du Parti socialiste, un parti qui n'existe plus aujourd'hui, dont on ne parle plus. Même en Dordogne, on était des dissidents, c'est pour vous dire. Bon, mais on en reparlera dans l'histoire, comme on parle de l'abbaye cistercienne de Cadouin. Non, je pense que... Non, sérieusement, j'ai été pendant 12 ans secrétaire national en charge de l'agriculture au sein du PS, et nous avons beaucoup travaillé sur des questions mondiale sur le rapport de l'OMC aux activités économiques et sur la question de la relocalisation de l'agriculture. Et d'ailleurs, en 2010, ça fait 12 ans, on avait déjà produit un document qui s'appelait « 25 mesures pour une révolution agricole et alimentaire » qui rappelait le droit des peuples à se nourrir et à pouvoir exercer ce pouvoir et qui parlait de la relocalisation. Et ça nous paraissait indispensable par rapport à la survie des agriculteurs. Les agriculteurs, brassés dans un marché mondial, eh bien, ils sont appelés à disparaître dans les régions rurales qui sont, comme chez nous, très variées sur le plan du relief, très variées sur le plan des exploitations, du type d'exploitation, de petites exploitations. Et on voyait bien
que le départ ou l'exode de la petite paysannerie, comme on le connaît d'ailleurs depuis l'avènement de l'ère industrielle depuis 150 ans, eh bien, cet exode-là allait se poursuivre. Et ça n'a pas loupé, puisque depuis tous les 10 ans, on perd un quart des exploitations agricoles en France. Entre 2002 et 2012, je prenais ce chiffre malicieusement parce que c'était les 10 ans où la droite était au pouvoir, on en avait perdu 26% en France. Et c'était 26% en Dordogne aussi. Après, ça a changé et malheureusement, l'exode se poursuit. Et ce pays et ce terroir qui était fait de petites exploitations agricoles, il est en train de se transformer. Il n'y a plus de paysans dans nos campagnes. Je ne sais pas combien il y en a au Buisson, Marie-Lise. Je crois qu'il en a... Voilà. Bon, dans ma commune, 4 à Paléra, c'est bien pour Paléra, mais c'est bien pour le secteur. Dans ma commune de Castelnau, où j'étais maire pendant 31 ans, il y avait 54 planteurs de tabac en 1951, quand mes beaux-parents se sont installés sur une ferme de 7 hectares. Aujourd'hui, il y en a 0, et il reste 3 agriculteurs. Et en dehors du boucher, qui est boucher éleveur, et d'un autre paysan qui fait des noyers et des moutons, eh bien, il n'y aura plus d'animaux sur le territoire de la commune, et elle fait 2000 hectares. Donc, si vous voulez, on voyait bien que ce mouvement national allait emporter et allait passer des exploitations familiales et, j'allais dire, artisanales, entre guillemets, elles allaient être balayées par des productions industrielles. Parce que quand vous êtes sur un marché mondial, il y a toujours quelqu'un qui produit plus grand et moins cher. Et ça, c'est vrai pour tout. Absolument pour tout. Je vous raconte une anecdote. Le département a décidé de mettre à disposition des aides à domicile 1300 voitures, 1345 voitures de service, parce qu'elles se servent de leur voiture et que les indemnités kilométriques ne remboursent pas les frais qu'elles engagent. Donc, pour soutenir cette profession, en dehors de l'aide qu'elles auront avec le Ségur de la santé, 183 € pour les temps complets, on a dit on va faire un effort, c'est un effort de 3 à 4 millions par an, et on va mettre à disposition des véhicules de service. On a décidé ça il y a 1 an à peu près. On a fait des appels d'offres, bon, c'est toujours compliqué, tout ça. On a terminé et 2 sociétés ont obtenu le marché, Renault pour la moitié sud de la Dordogne, Citroën pour la moitié nord. Et ça fait 6 mois qu'on attend les voitures. Je me fais engueuler sur Facebook toutes les semaines, même des fois plusieurs fois par jour, en disant c'est des promesses, on ne les voit pas, gna gna gna, quand est-ce qu'elles arrivent à Périgueux, bon, etc. etc. La vérité, c'est que seule la société Citroën, sur les 700 qu'elles ont à livrer, n'ont pu en livrer que 47 en 2 fois, à Cubjac 27 il y a 4 jours, et hier à Nontron 20 de plus. Et mardi, ils en livreront une 20aine de plus à Brantôme. Et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront livrer les autres. La société Renault, elle, ne nous donne pas de date. Et on est incapable de dire quand est-ce qu'elles seront livrées. Et est-ce que vous savez pourquoi ? Eh bien, parce que les composants électroniques sont fabriqués en Asie, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, le marché mondial, suite à la baisse du Covid, a repris, et surtout que les Asiatiques, qui ne sont pas des gens idiots, ils ont failli nous battre au rugby tout à l'heure, d'ailleurs, les Japonais, eh bien, les Asiatiques les gardent aujourd'hui. Et on est incapable de faire fonctionner. Le Covid nous a appris que le Doliprane était fabriqué majoritairement au Pakistan et qu'on pouvait en manquer. Bon, bref, donc je m'arrête là, mais c'est pareil pour la production agricole. Donc, pour nous, il y a 12 ans, on avait écrit noir sur blanc qu'il fallait relocaliser l'agriculture. Et donc, cet engagement politique, il vient du social, mais il vient aussi des questions purement économiques. Comment on fait pour permettre à des agriculteurs de vivre sur un territoire ? Et une des meilleures façons de les faire vivre, nous semble-t-il, c'est de leur offrir un marché, c'est-à-dire qu'ils arrivent à vendre localement. Et la troisième raison, c'est une raison environnementale. On écrivait en 2010 qu'il fallait supprimer les déplacements inutiles. Et j'ai été 20 ans député, et chaque fois qu'on recevait M. Lamy, qui était le directeur de l'OMC, devant la commission de l'économie, chaque fois je lui posais les mêmes questions. Mais je disais, est-ce que vous êtes en train de construire un monde durable en vérité ? Puisque tout le travail de l'OMC, c'était de détruire tous les freins aux échanges, mais tous les freins aux échanges, c'est-à-dire les barrières fiscales, les barrières douanières, les barrières politiques, etc., etc. Le rêve absolu, c'est le marché mondial totalement ouvert, sans aucune contrainte.
Et il défendait ça du point de vue des échanges entre les humains, ce qui n'est pas faux, puisque depuis 3000 ans, ou même avant, les hommes ont échangé et le commerce a fait voyager des gens, se rencontrer des cultures, etc., etc. C'est pas faux de ce point de vue, mais c'est faux sur le plan de l'économie parce que ça détruit les économies partout dans le monde, et c'est surtout faux sur le plan environnemental. Ça n'a pas de sens, je répétais tout le temps les mêmes trucs, mais ça n'a pas de sens d'amener des moutons de Nouvelle-Zélande à Millau. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'amener de la viande d'Argentine en Limousin. Ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'avec la question du réchauffement climatique, ce qu'on écrivait il y a 12 ans était parfaitement exact. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut relocaliser. Je veux dire quelque chose, puisque Brigitte Allain est là. On a été collègues pendant un mandat. Et Brigitte Allain a porté, dans la loi dont j'étais le rapporteur, et dont le thème central était l'agroécologie d'ailleurs, c'était la loi portée par Stéphane Le Foll, ce qui lui a valu pendant 5 ans de se faire siffler au congrès national de la FNSEA. Brigitte Allain a porté un article qui concernait les plans alimentaires territoriaux. Et donc, on était exactement sur la même ligne pour la question de la relocalisation. Mais aussi sur la question de l'environnement. Donc, si vous voulez, l'engagement politique, il est là. Le social, l'économie et l'environnement. Et sur ce triptyque, on peut bâtir tout un tas de politiques comme on le veut. Alors aujourd'hui, une fois qu'on a dit ça, il fallait trouver les hommes et les femmes capables de lancer l'affaire. Et l'homme capable de lancer l'affaire en Dordogne, c'est Jean-Marc. Il faut dire les choses comme elles sont, parce que lui, il avait déjà une expérience. Et donc, c'est lui qui a engagé ça, avec ses amis des pieds dans le plat. Je ne sais pas si c'est qui attire les mouches, mais en tout cas, elles arrivent. Et c'est pas des mouches, c'est des... Mais c'est pas des mouches, là. C'est pas des mouches, c'est des... Ah, des thons, c'est moins grave que si c'était autre chose. Bon, bref. Donc, ensuite, on a démarré avec Jean-Marc à partir de son expérience de Marsanais. Et là, quand je dis qu'il faut convaincre, c'est qu'il faut convaincre. Parce que quand on rentre dans un collège et qu'on dit « vous allez passer au bio, au local, au fait maison », et qu'on dit ça à des gens qui sont habitués à acheter des produits surgelés commandés à l'avance, 6 mois à l'avance, avec aucune difficulté, c'est compliqué. Et il faut convaincre. Et ça ne marche que si la communauté éducative accepte ça, du principal, ou de proviseur pour les lycées, mais du principal jusqu'aux parents d'élèves, en passant par le ou la gestionnaire, très important, en passant par le monde enseignant, en passant par tous ceux qui travaillent dans le collège, et en passant par les cuisiniers, forcément les chefs de cuisine et l'ensemble du personnel de cuisine, qui lui a peur d'avoir plus de travail et de travailler plus et ne pas gagner plus. Bref, il faut convaincre, et pour ça, il faut des hommes. Et ce n'est pas le politique qui peut le faire. Moi, je peux aller raconter n'importe quoi dans un collège, les gens sont polis, ils m'écoutent un certain temps, mais après, je ne peux pas les convaincre, parce que j'ai pas les mots, je ne suis pas un professionnel de la cuisine. Et donc, il faut des professionnels de la cuisine. Donc, c'est Jean-Marc qui a servi à ça. Ensuite, on a embauché un deuxième formateur, et puis on en embauchera d'autres en formant des gens. Il faut maintenant former des formateurs et former après les formateurs des formateurs. Il faut, si on veut que cette affaire-là puisse prendre de l'ampleur, et c'est notre volonté. Là-dessus, on a été reconnu par l'Union européenne, puisque le fameux programme School Food for Change, qu'on pourrait traduire en occitan, Calminsa boom et del poi. Alors, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas une traduction littérale, mais c'est pas mal. Il faut manger bon et du pays. Ça, c'est la version occitane. La version anglaise, vous l'avez entendu. Et donc, grâce à Maurizio et au collectif, on a été reconnu par l'Union européenne qui nous aide dans le cadre de ce programme. Et puis est arrivé, il y a 1 an ou 2,
la question de créer un centre national de formation. Et là, je dois le dire, puisque je suis au Buisson, que Madame le maire a dit, que j'avais dit, que ça ne pouvait pas être ailleurs qu'à Cadouin. Vous me permettrez, quand j'irai dans d'autres villages, de ne pas donner exactement la même traduction. Parce qu'il faut quand même faire gaffe. Ici, on est un pays de rugby et quand on joue à l'extérieur, il vaut mieux faire attention à ce qu'on fait, si on veut rentrer chez soi. Mais je l'affirme ici à Cadouin, ça ne pouvait pas être ailleurs qu'à Cadouin. Pourquoi ? Parce que, David l'a rappelé, Cadouin, c'est un lieu d'échange depuis très longtemps, depuis le haut Moyen-Âge, puisque l'abbaye cistercienne date du XIIe siècle, et que Cadouin est sur le chemin de Saint-Jacques, un chemin reconnu par l'UNESCO. Donc, ça a toujours été un lieu d'échange. Et il se trouve que ce lieu d'échange, le département a voulu le conforter, puisqu'il y a créé de l'hébergement que nous avons confié en gestion à la Fédération unie des auberges de jeunesse. Donc c'est un lieu de passage, c'est un lieu d'échange et ça peut être un lieu de formation. Reste à trouver les bonnes conventions à mettre en place, etc., etc. Tout ça nécessitera des investissements, bien évidemment. J'ai bien entendu la question de la cuisine, etc., etc. Mais monsieur le sous-préfet me disait, ça ne posera pas de problème. C'est ça, monsieur le préfet. Il dit non. Mais moi, j'avais compris ça. Non, ne vous inquiétez pas, on trouvera les moyens et on le fera parce que c'est absolument nécessaire. Et on aura là, et ça sera pas le fin du fin, mais on aura là un centre au niveau national qui pourra essayer de dupliquer notre affaire. Cette affaire-là de la Dordogne, elle n'est pas faite pour nous. Elle n'est pas faite pour nous, elle est faite pour tout le monde. Et moi, je ne m'en suis pas encore occupé parce que je n'avais pas le temps, mais je vous assure qu'auprès de mes collègues présidents de département, il y en a 100, je vais faire la promotion de ce que, pas la mienne, mais la promotion de ce que nous avons fait en Dordogne pour essayer de les convaincre. Et chaque fois, je cite l'association Les Pieds dans le Plat, puisque vous-même qui êtes des cuisiniers, vous avez eu cette même volonté il y a maintenant une douzaine d'années. Et je dois avouer que l'avenir est radieux, puisque j'ai appris ce matin que les Pieds dans le Plat allaient au Japon former là aussi des cuisiniers pour refaire des sushis bio, locaux et faits maison. Et ils me disent qu'au Japon, on parle beaucoup de la Dordogne et beaucoup de Jean-Michel Perrault. Et là, je dois avouer que ça m'a vraiment touché. Je ne sais pas si j'entamerai une autre campagne, une autre carrière là-bas, mais on ne sait jamais, quoi. Bon, là, vous avez compris que je déraille. Je veux finir en vous disant que le bio local, ça n'a pas que du bon. Je veux finir en vous disant que tout ce que je vous raconte, on a essayé de le mettre par écrit avec Serge Haddad, qui est là en face de moi, et c'est surtout lui qui a écrit. Il est philosophe et il a essayé à partir de cette expérience de voir tout ce que ça pouvait amener. Et on est en train de commettre un ouvrage qui paraîtra quand on aura réussi à trouver un éditeur. Je ne sais pas quand ça sera, mais ça viendra. Ça viendra un jour. Mais pour susciter vos applaudissements, je dois vous dire que j'ai décidé que les droits d'auteur qui me reviendraient, éventuellement si quelqu'un a acheté l'ouvrage, seront reversés à l'association Les Pieds dans le Plat. Voilà. Ben, moi, le premier retour que je veux faire, c'est tout le travail qu'on fait nationalement et sur le département depuis des années. On avait vraiment basé tout sur la restauration collective et de donner en priorité une alimentation saine aux générations futures. Ça, c'est vraiment le truc qu'on porte depuis le début avec les copains du collectif. Mais au début de ce confinement, au premier Covid, là, on a eu Enfin, moi, j'ai vécu quelque chose. Je pouvais pas arriver à rester à la maison et attendre. Et je suis allé distribuer les cajots de Manger Bio Périgord à toutes les familles de papy, de mamie qu'on avait sur Marsanais.
Et qu'est-ce qu'on a vu sur ce territoire de la Dordogne? Moi qui suis de Belvès au Coux, Marnac, là où on a toujours mangé exceptionnellement, j'ai vu des anciens où on distribuait ces cajots de légumes de Manger Bio Périgord pour ne pas les perdre, parce que la restauration collective était fermée. On a vu des anciens qui avaient complètement perdu la technicité pour pouvoir transformer rien qu'un cajot de légumes de Dordogne. Et ça, sur un territoire comme la Dordogne, on le voit aussi au niveau de la restauration. On voit bien que ça s'est hyper industrialisé et que la technicité est partie. Et tout ce savoir-faire et cette autonomie alimentaire qui fait qu'on sait se nourrir sans dépendre de grands distributeurs, eh bien on l'avait perdu. Et donc moi, ce centre de formation, bien sûr, en priorité, c'est pour la restauration collective publique, à qui on doit, et puis qui nous attend, parce que les demandes qu'il y a sont démentielles, et nous, toute l'envie et la formation qu'on met, on a besoin d'un lieu pour faire du formateur. Hier encore, il y avait 2 copains qui ne pouvaient pas être avec nous parce qu'ils faisaient une formation pour la MFR de Ribérac, mais ils parrainaient. Voilà, on a fait plus de 30 MFR et donc on a un nouveau formateur qui est la première MFR aussi en 100% bio, qui est là-bas, Laurent Marchetto à Périgueux. Et donc, derrière, on voit bien ce mouvement qui fait que monter. Mais nous, ça fait 15 ans qu'on a fait ça sur du bénévolat. Et on a vraiment besoin d'un outil où on se pose et où toute cette technicité, on la partage. Un autre exemple de hier, ce qui fait plaisir, c'est nous, on essaye de tout faire pour enlever la confrontation. La confrontation de la restauration collective, ça peut partir des repas sans porc, qui vont créer déjà une animosité. Mais là, tout ce végétal et cette loi Egalim qui a été faite sans les cuisiniers. Elle n'a pas été faite avec les cuisiniers, elle a été faite par les industriels. Et donc, on nous impose un plat végétarien sans en amont avoir consulté. Moi, là, il y a mon chef de l'agriculture, Johan, tous ces gens qui connaissent bien le territoire et savoir s'il y avait cette protéine végétale pour faire ces plats végétariens. On ne l'a pas. Donc, on voit des plats depuis des années, déjà depuis 10 ans arriver, des plats industriels avec ces légumineuses pour cette loi Egalim qui viennent de l'autre bout de la planète. Et ça aussi, ça n'a aucun sens. Et nous, moi, il y a 15 ans, j'étais bien meilleur que la loi Egalim parce que je mettais beaucoup moins de viande, mais jamais je regardais le prix de la viande. Et le prix de rémunération, c'est le plus important pour nos paysans, nos éleveurs. Et en baissant ces quantités et en donnant ce que l'enfant va manger, au lieu de faire un grammage qui a été imposé pareil, ce que vous racontez hier dans la conférence, ce que racontait la diététicienne hier, c'est la même chose. On est sur des grammages, mais on n'écoute pas les besoins des enfants. Quand on fait du fait maison, 100% bio, et qu'on est à proximité, qu'on est les cuisiniers, que les enfants nous voient, eh bien, ça n'a plus le même sens. J'ai pris une semaine de congé il y a 15 jours et je suis allé à Romainville faire une semaine d'immersion. Cette semaine d'immersion, sans cuisine, en plein milieu de la cité, là-bas, sans cuisine, 350 repas on a fait. Et on a eu un moment d'émotion des enfants, que même une petite fille, qui devait être en CP ou CE1, nous a dit, mais c'est la première fois, parce que d'habitude, tout est industriel, et dans l'industriel, il n'y a pas d'émotion. Une petite fille de CE1 se rend compte de choses comme ça, alors qu'on ne lui a pas bourré le crâne pour lui dire mange bio, mange sain, fais ci, fais ça. On a juste mis des cuisiniers en présence d'enfants. Et la force qu'on a, c'est d'être cuisinier, mais auprès des enfants. Restauration collective, sociale, bio. Excusez-moi. C'était vraiment pas fait exprès. Donc pareil, nous, il y a une chose qu'on ne sait pas enlever, donc la présence de notre directeur, Joe Henné, pareil, qui, j'aime bien le souligner, mais ça a une importance capitale, parce que ces jeunes-là, qui ont fait Sciences Po, la Sorbonne, qui ont tous ces masters, et qui quittent ce système-là pour venir soutenir une association comme nous. Ça a bien derrière un sens, parce qu'on l'a bien vu, tous ces ingénieurs agro qui nous ont rejoints, qui réfléchissent et qui pensent avec nous, ça a aussi un sens.
Je veux dire, on voit bien qu'on est à l'orée de quelque chose. La formation sur la viande, hier, c'est la première fois qu'on le fait parce que c'est pareil, on est une petite asso et que financièrement, c'est compliqué de faire des formations sur la viande. Parce que nous, si on fait une formation sur la viande, on veut travailler la bête entière. On a enlevé l'éducation aux enfants. Les enfants ne mangent plus. Il y en a beaucoup qui ne mangent pas de viande. Et moi, je ne suis pas contre ce que les gens ne mangent pas de viande. Mais moi, je tenais le poulet avec ma mamie et je mangeais la sanguette même du poulet. Et il n'y avait pas que des ailes ou du blanc. Et donc, cette éducation, on l'a enlevée. Et on est dans la confrontation entre nous, entre les gens qui n'aiment pas les musulmans et qui vont nous dire « moi, je ne fais pas de sang-porc », les gens qui sont végétariens, mais pourquoi ils bouffent que des graines? Et donc, tout ça, c'est de la confrontation. Et nous, le collectif Les Pieds dans le Plat, nous, on ne rentre pas là-dedans. On fait une cuisine pour tous, et sociale, parce que pour nous, la base de l'alimentation, c'est la laïcité. Et à chaque fois qu'on rentre dans une collectivité, on respecte la laïcité, tout le temps. On est des citoyens de France, au pays des droits de l'homme, et on respecte ça. Avec Joey, je veux dire, il nous a fait monter en puissance, il nous apporte ça, toutes ces compétences de ce qu'il a appris, là où c'est l'élite de la nation. Ce qu'il disait, c'est... voilà, je veux dire, il avait un salaire autre quand il était à l'AFD que quand il s'est retrouvé avec nous, là. Mais par contre, sur les valeurs et sur ce qu'il apporte à tous les territoires, parce qu'on a un salarié dans les Landes, on a un salarié dans la Drôme, on a un salarié, quelqu'un qui est au Moulin d'Alévêque, je crois aussi, qui n'est pas arrivé encore, c'est Marie-Rose Poulange. Et voilà, c'est tout ça. Et je vais juste après finir avec l'éleveur, Arnaud Bourgeois, qui a livré ses carcasses entières, où on a fait de la découpe, de la transformation de porcs gascons, qui étaient sur ce territoire avant. Voilà, ce n'étaient pas des animaux. Enfin, ça, vous en parlerez mieux que vous. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mais... Et on a fait, pour ce soir, on a ce marché gourmand sur cette place magnifique de Cadouin. On va faire un veau d'Arnaud, mais on va faire le veau dans son intégralité. Chaque morceau, on va détailler. Alors, ceux qui arriveront les premiers auront je crois qu'il y a 13 morceaux de filet. Voilà, donc il y aura 13 parts de morceaux de filet. Je crois qu'il y a 21 parts du foie de veau. Mais voilà, et ainsi de suite. Et on a décliné tous les morceaux, tout ça en race ancienne. Et comme on est un peu quand même engagé, et qu'on est en Dordogne, on a des semences paysannes en Dordogne, et donc on va faire de la légumineuse et des semences paysannes en accompagnement de ce plat, avec après un fraisier au sarrasin, pareil, du sarrasin de Dordogne en semences paysannes, et je veux dire, tout un tas d'entrées et des fromages de Dordogne. Tout ça pour vous dire qu'on va le décliner autour de ce repas et que ce repas, il est fait aussi pour que ça nous prenne conscience, quoi. Qu'on ne peut pas continuer à manger que certains morceaux et à rémunérer des producteurs comme de la volaille à 21 centimes un poulet pour qu'ils finissent chez KFC. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Parce que ça ne rémunère pas bien quelqu'un, on les aide, nous, à avoir des bâtiments et tout ça, et puis après, il n'arrive pas à vivre. Et nous, le but, c'est que jamais on négocie les prix parce que c'est notre travail, notre main-d'œuvre. Et qu'en faisant du 100% fait maison, c'est jamais plus cher. Jamais. On y est toujours arrivé en faisant du 100% fait maison. J'ai sûrement d'autres trucs à dire, mais... Ouais, on va enchaîner. Merci, Laurent. Merci à vous.